Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, il y a eu un grand événement ici à Bruxelles, c'est le sommet Union Européenne-Afrique. Et il y avait des absents, et parmi les absents remarqués, il y avait M. Joseph Kabila. Et nous allons passer en revue l'actualité congolaise, en commençant par celle-là, avec notre invité, M. Rigobert Kouta. M. Rigobert Kouta, bonjour. Bonjour, M. Chef. Vous êtes le président du PARESO, Parti des réformes de la société, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ce parti, quel est son objectif? Bon, je pense que, comme l'abréviation l'indique, il y a les mots réforme. Je pense que parmi les plus grandes préoccupations et objectifs de notre parti, c'est des réformes. Des réformes sur le plan économique de notre pays, sur le plan administratif, sur le plan même de la société, sur le plan de la gestion du pays, sur le plan de la justice. Bon, je pense qu'on n'aura pas le temps de développer l'ensemble de notre projet de société. Mais c'est bon pour que les gens voilà. Comprennent mieux votre interprétation de l'actualité. Donc je voulais dire que lors des prochaines interviews, on pourra avoir le temps de pouvoir développer tout cet aspect. Oui, nous serons toujours à votre disposition. Et donc, parlons un peu du sommet Union Européenne-Afrique. M. Joseph Kabila n'était pas là. Quelle est votre interprétation? Bon, je pense que cela dénote d'abord, non pas à cause de l'absence de M. Joseph Kabila, d'autant plus que pour nous, M. Joseph Kabila n'est pas le président élu de la République démocratique du Congo, mais en fait, lorsqu'on parle du Congo en tant que pays, cela dénote simplement un manque de vision dans la diplomatie de notre pays, et dénote aussi la faiblesse de la diplomatie de la République démocratique du Congo. Voilà, donc en bref, c'est ce que je peux dire par rapport à ces sommets. Et d'aucuns disaient que c'est à cause des combattants. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Oh ben, si M. Joseph Kabila ne vient pas à cause des combattants, c'est encore ce qui démontre son illégitimité. Donc je ne pense pas qu'un président démocratiquement élu peut ne pas assister à des grandes, à des grandes réunions telles que celle-là, où beaucoup de choses sur le pays peuvent se décider. Bien. Et deuxième point, c'est le fameux procès qu'il y a eu à Kinshasa, où on a condamné M. Diomi Dongala. Quelle information vous avez et quelle interprétation par rapport à cette décision? Décision de justice ou décision politique? Bon, je pense qu'avant d'aller plus en détail sur le procès de M. Eugène Diomi Dongala, il faut simplement rappeler que par rapport aux conclusions du sommet Union Européenne-Afrique, je crois qu'il y a eu 3 points qui ont été à l'ordre du jour. Le premier point, c'était la bonne gouvernance. Le deuxième point concernait la démocratie. Et le troisième point concernait le développement humain. Sur ces 3 points-là, d'abord, il faut remarquer que le Congo a complètement échoué sur ces 3 points. Et le cas de Diomi, concernant la démocratie, le respect des droits humains, en est une illustration. Vous savez, M. Cheikh Fita, l'affaire Diomi, et comme je ne cesse de le dire, il s'agit là d'un procès politique. Parce que si nous nous attardons d'aller sur un terrain juridique dans un pays où le droit, la justice n'est pas respectée, dans un pays où le juge et les politiciens
on fait de la justice une copropriété, je pense que la population ne pourra pas comprendre. Monsieur Diomi a été arrêté pourquoi? Pour la seule et simple raison que c'est l'un de rares hommes politiques en République démocratique du Congo à réclamer la vérité des hommes. C'est l'un des rares hommes politiques au Congo à réclamer l'impérium au profit du président élu, M. Etienne Tshisekedi. Et par rapport à cela d'ailleurs, M. Eugène Diomi a été arrêté. La première arrestation de M. Eugène Diomi a été opérée le 27 juin 2012. 2012, le jour où plusieurs partis proches de Tshisekedi devaient signer la charte de la MPP. Et c'est ce jour-là que M. Eugène Diomi a été arrêté. Et puis, comme vous savez, M. Eugène Diomi sera libéré 1 ou 2 jours avant les sommets de la francophonie. Sans refaire l'histoire de l'arrestation de M. Eugène Diomi, on a vu que au Congo, la justice n'existait pas du tout. Parce qu'il y a eu un jugement qui a été rendu à l'absence des accusés, un jugement qui a été rendu sans aucune plaidoirie, un jugement où les juges, avant de prendre leur décision, devaient se référer par téléphone auprès de tous les décideurs qui ont commandité ces cinémas. Donc, je dirais simplement que l'affaire Diomi est une affaire politique parce que M. Eugène Diomi Ndongala est un homme politique qui continue à déranger. C'est un homme politique qui réclame la vérité des urnes. C'est un homme politique qui a été élu député et dont on a de manière illégale invalidé son mandat. Donc, le procès de Diomi, on ne peut pas l'examiner sur un plan juridique, d'autant plus que dans notre pays, la justice n'existe pas. Les juges dépendent de l'exécutif qui donne des ordres aux juges. Donc, simplement, l'affaire Diomi, c'est une affaire politique et il faudra qu'on arrive à trouver des solutions politiques afin que M. Diomi soit libéré et que la prison ne devienne pas, dans notre pays, un instrument pour contraindre les hommes politiques à ne pas dire la vérité à la population. Bien, Monsieur Rigobert Kouta, vous savez, il y a aussi l'autre problème, c'est celui de la Constitution. Ce qui se fait appeler majorité présidentielle est en pleine agitation. Et ils se rendent compte qu'il y a une ligne rouge et à ne pas franchir, c'est l'article 220 qui fait qu'il n'y a que 2 mandats. Bien sûr, M. Kabila s'est maintenu au pouvoir de la façon que l'on connaît. Et donc, ce débat-là n'a jamais été clos. Mais malgré qu'il essaie de naviguer dans leur logique du hold-up électoral, maintenant il est coincé, il risque de se retrouver donc non partant pour les prochaines élections. Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ce qu'il y a comme agitation dans son camp et comment pensez-vous que le peuple puisse ne pas être roulé dans la farine sur ce point-là bien précis? Voilà. Je pense que, comme je l'ai dit, il est tout à fait normal, quelles que soient les imperfections de notre Constitution, que cette Constitution soit respectée. D'autant plus que cette Constitution, les
le résultat d'un consensus. Consensus suite auquel, avant lesquels il y a eu des milliers et des milliers de morts. Ça, il faut rappeler à tout le monde. Mais en même temps, cette constitution ne peut pas être considérée comme un simple papier qu'on peut changer à tout bout de champ. On a vu en 2011, de manière intempestive, M. Kabila et son groupe ont changé les règles du jeu. Maintenant, nous arrivons aux échéances, leurs échéances, parce que pour nous, les échéances, la présidence, tant que Tshisekedi n'aura pas son impérium, ça ne va pas recommencer. Mais en fait, nous arrivons... Donc dans leur propre logique. Dans leur propre logique, presque au terme de son mandat. Et les gens s'agitent. C'est vrai, malgré les faiblesses de cette constitution-là, il faudra que toutes les personnes qui se battent pour la démocratie refusent que l'on puisse jouer, changer les règles du jeu en faveur d'une personne. Parce que la Constitution, elle est impersonnelle. Donc, on ne peut pas tailler la Constitution, la loi fondamentale de notre pays, à la taille d'une personne, en l'occurrence, M. Kabila. Mais en même temps aussi, ce qui est regrettable, vous savez que malgré les verrous de l'article 220, je pense que lorsque il y aura des hommes politiques et des femmes politiques sérieux dans notre pays, il faudra quand même essayer de mettre, d'imaginer d'autres méthodes pour la révision de la Constitution. Parce que l'article concernant la révision de la Constitution, telle qu'elle a été faite, c'est la porte ouverte à tous les abus. Et je pense qu'à ce niveau-là, lorsque nous serons au pouvoir, il faudra amender la manière de réviser la Constitution. L'amender dans le sens de faire intervenir indirectement l'approbation de la population. Parce que cet article concernant la révision de la Constitution, ça prête à confusion. Et je pense que le groupe de Kabila et d'autres personnes qui n'aiment pas la démocratie dans notre pays profitent de ces trous-là pour jouer avec la Constitution. Donc je pense que pour le moment, la Constitution, bien que nous avions accepté, sans le vouloir, en tout cas pas moi, bien que nous sommes allés aux élections plutôt, excusez-moi, tout en acceptant la révision de la Constitution concernant le nombre de tours lors des élections présidentielles, je pense que maintenant, moi, je rends un hommage, vraiment, j'encourage mon collègue Martin Fayou et tous les autres de se battre pour que cette constitution-là reste telle qu'elle, et puis on verra dans les années à venir, une fois que le président Tshisekedi aura l'impérium, on verra comment est-ce qu'on peut bloquer, aménager la manière de réviser la constitution. Si je comprends bien, pour vous, le clan de M. Kabila n'est pas représentatif du peuple congolais, donc il devrait attendre la fin de toutes les échéances, c'est cela? Oui, mais la population congolaise a démontré clairement devant la communauté internationale, devant les observateurs internationaux, que Kabila n'avait aucune popularité. Que malgré les moyens qu'ils avaient mis, que la majorité de M. Kabila n'avait aucune popularité.
les Congolais ont démontré clairement que M. Étienne Tshisekedi et son camp avaient et la popularité et la légitimité populaire. Je pense que ces gens-là, s'ils aiment le Congo comme ils le prétendent, il est grand temps pour qu'ils se mettent un tout petit peu à l'écart, comme le peuple l'avait exigé le 28 novembre 2011, et qu'ils laissent aux gens que le peuple congolais a choisi les soins de gouverner, de diriger ce pays et d'aller vers son développement. Bien, merci M. Rigobert Kota. Nous arrivons progressivement vers la fin. Vous aurez nécessairement le dernier mot. Et le dernier mot, c'est aussi sous forme de question. Et quel message vous avez vis-à-vis du Congolais? D'abord, celui qui habite à l'étranger, ensuite celui qui est au pays, par rapport au risque que la mouvance présidentielle voudrait faire prendre au pays en essayant de traficoter la Constitution. Le message que j'adresse au peuple congolais, c'est que le peuple congolais doit, tout comme les Ukrainiens, se prendre en charge. Si le peuple congolais veut que la communauté internationale et les autres pays viennent à son aide, il faut que ce peuple démontre de manière permanente, quotidienne, qu'il ne veut plus voir Kabila et son groupe continuer à diriger ces pays. Le message que j'adresse au peuple congolais, si vous voulez que la communauté internationale intervienne de manière claire pour la libération de M. Eugène Diomi Ndongala, vous devez, vous, peuple congolais, démontrer à la communauté internationale que vous exigez par des actes la libération de M. Eugène Diomi Ndongala. Et enfin, j'adresserai quand même un message à l'Union européenne. Parce que le sommet qui s'est terminé le 3 avril me rappelle encore le sommet de la Baule. C'est-à-dire que le sommet organisé par François Mitterrand. Et les mêmes objectifs d'il y a 18 ans qui ont été assignés aux présidents africains, la bonne gouvernance, le respect de la démocratie, le bien-être de la population. Maintenant, on parle du développement humain. Depuis le sommet de la Baule, on a l'impression qu'on tourne en rond. Et avec ce sommet, on est revenu encore à ces objectifs. La meilleure manière de contraindre les dirigeants africains à respecter ces principes et d'accompagner tout le non-respect de ces objectifs par des sanctions. Autrement, l'Union européenne donne l'impression, dans le cadre de la démocratie, qu'on organise des élections dans nos pays pour simplement légitimer au niveau des opinions de pays européens, de dictateurs, de tyrans. Donc je pense que pour qu'il n'y ait pas un certain découragement au niveau des peuples africains, mais plus particulièrement congolais, il faut que toutes les décisions, tous
les objectifs sur la démocratie, la bonne gouvernance, le développement humain soient accompagnés de mécanismes de vérification. Voilà ce que je peux adresser comme message à la population congolaise, qu'elle doit continuer à faire son marathon pour l'impérium jusqu'au bout. Bien, Monsieur Rigobert Kouta, nous vous remercions. Merci, M. Chekfi.